3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alain Dubrul nous accompagne, le directeur de la gestion de Claresco. Bonsoir Alain. Bonsoir Grégoire. Bienvenue à David Calfon qui est avec nous également ce soir. Bonsoir David. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le président de SANS-OIS et merci également à Olivier Ringard d'être avec nous. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur des investissements de Neuflis OBC. Je me tourne vers l'économiste Olivier Ringard. Le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis. Chaque mois donc on a la photographie, la dynamique même du marché du travail américain. C'est un des chiffres les plus importants pour la planète finance, pour la planète marché. Je disais en introduction, est-ce que c'est le rapport idéal, le rapport parfait? Évidemment, aujourd'hui, on voit que ce chiffre est en train de générer un petit rebond des marchés d'actions américains, puisque, comme vous le disiez, le rapport de l'emploi est ni trop chaud, ni trop froid, et donc il est en train de décrire, de dépeindre une économie américaine qui est en train de poursuivre sa reprise sans tension inflationniste. Néanmoins, pour notre part, on a 3 petits points de vigilance que nous sommes en train de regarder, qui ne sont pas nécessairement liés au marché de l'emploi, mais qui sont liés à d'autres choses. D'abord, le fait qu'il y a beaucoup de bonnes surprises économiques qui sont déjà anticipées du côté de l'économie américaine. Et quand vous regardez par exemple les fameux indicateurs de surprise économique, vous voyez que pour l'économie américaine, ils sont en train de se tasser, ce qui signifie que les investisseurs ont déjà bien appréhendé cette très forte accélération de l'économie américaine. Le deuxième point d'attention, c'est le fait que la grande accélération de l'économie américaine est désormais derrière nous. On a des indices de confiance des entreprises qui sont au plus haut. Nous avons un rebond en cours de la confiance du consommateur qui est soutenu par le plan budgétaire. Et les grands facteurs de soutien, ils sont bien connus. Réouverture de l'économie, soutien budgétaire très fort et soutien monétaire incroyable. Puisque quand vous regardez le bilan de la Banque centrale américaine aujourd'hui, il est à 8 000 milliards de dollars, alors qu'il n'était qu'à un peu plus de 4 000 milliards de dollars en mars 2020. Mais cette économie américaine, elle va tout de même ralentir au cours des prochains mois et des prochains trimestres, puisque l'année prochaine, on sera sur un rythme de croissance pour cette économie américaine autour de 4%. Ce qui est bien. Versus 6-7% attendu sur l'ensemble de cette année. Ce qui est bien, puisqu'on sera au-dessus du potentiel, mais on a quand même une dérivée seconde, la fameuse dérivée seconde, qui est en train de changer. Et puis le troisième point d'attention, c'est le fait que la problématique de l'inflation n'est toujours pas résolue. Cette problématique, elle reste ouverte. La question est posée. Dans quel régime d'inflation sommes-nous? Sommes-nous dans un régime où les pressions sont transitoires, ou sommes-nous dans un régime où les pressions ne sont pas nécessairement que transitoires? Et on aura sans doute un élément de réponse la semaine prochaine avec les chiffres d'inflation américains. Qui seront, on va dire, la deuxième série de gros chiffres d'inflation après les chiffres du mois d'avril déjà, qui ont montré une inflation sous-jacente, notamment autour de 3%. On regarde différents rapports sur l'inflation, mais l'idée c'est 3%. On aura peut-être des chiffres encore plus importants la semaine prochaine pour le mois de mai. On peut avoir des chiffres un peu plus importants. Une grande partie d'entre eux vont être alimentés par le fort rebond des prix des matières premières, qui est en train de se poursuivre. Et ce fort rebond des prix des matières premières, il va très probablement continuer d'alimenter les pressions inflationnistes au cours de ces 2-3 prochains mois, et ce qui va continuer à alimenter le débat sur pression inflationniste transitoire ou pression inflationniste un peu plus persistante. Comment vous comprenez, David, les enjeux de marché autour de la situation économique américaine? C'est quand même le gros sujet du moment. On voit les marchés obligataires, enfin des taux à 10 ans américains, là, qui sont quand même assez nettement retombés de quelques points de base après la publication du rapport sur l'emploi. Comment vous comprenez que les taux américains, par exemple, ne montent plus? Est-ce que l'inflation ne sera finalement qu'un mirage transitoire, ou est-ce que non, cette question-là est une question qui pourra à un moment poser un peu plus de problèmes que ça n'a été le cas jusqu'à présent? Alors, ce qui est clair, c'est que les marchés obligataires croient au scénario de la Fed. C'est la seule conclusion qu'on peut tirer. Quand on a des chiffres d'inflation qui sont quand même nettement supérieurs à ce qu'on avait l'habitude de voir, et qu'on voit des marchés obligataires qui restent très calmes, voire qui ne réagissent pas du tout, c'est que les marchés obligataires ont l'air de croire le scénario de la Fed. Le scénario de la Fed qui est lequel? Celui d'une inflation qui va probablement continuer de générer des discussions et des surprises un peu désagréables, probablement jusqu'à la fin de l'année 2021, mais pas au-delà. Donc c'est l'idée de ce fameux scénario d'une inflation transitoire. Alors, je pense qu'il faut revenir à pourquoi on a cette inflation. On a cette inflation tout simplement parce qu'on a un gros déséquilibre entre
des chaînes de production qui ont été extrêmement perturbées par l'arrêt quasi total de l'économie l'an dernier, et une demande qui est en train de repartir et qui repart quasiment plus fort que ce qui était prévu. Donc on a ce gros déséquilibre. Est-ce que ce gros déséquilibre, il est permanent ? Bon, moi, je ne le pense pas. On est quand même dans un jeu où on va s'adapter. Alors, pourquoi on a des problèmes pour s'adapter ? C'est que on est en train de vivre, encore une fois, je le dis souvent, une situation qui est totalement inédite. La crise était inédite, la réponse à la crise est inédite, la sortie de crise est inédite. Donc, en fait, on comprend que les agents économiques aient beaucoup de mal à s'adapter. Quand vous êtes un producteur, quelle quantité produire en ce moment ? Moi, j'aimerais pas être à leur place. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut acheter comme stock ? À quel niveau de demande s'adapter ? Très compliqué. Donc heureusement, c'est pas mon métier, mais je pense et je fais confiance dans ces agents économiques pour finalement, au bout de quelques mois, s'adapter. Et d'un côté, la demande va baisser. Je regardais à titre anecdotique, on voyait le prix des vélos qui est en hausse de 5% d'une année sur l'autre. Bon, mais une fois que vous avez un vélo, vous l'avez. Donc vous n'allez pas... Vous n'en achetez pas deux tous les 6 mois. Voilà, exactement. Donc, bon, c'est une anecdote, mais ça veut dire que la demande, elle va quand même finir également par s'ajuster, par se normaliser. En face, vous allez avoir une réponse au niveau de la production qui va également se normaliser. Tout ça devrait se rencontrer. Et tant qu'on a, effectivement, c'est la clé, un marché de l'emploi qui n'est pas tendu, malheureusement. Il y a encore énormément de chômage, énormément de sous-emploi. Ça va venir mettre un couvercle sur des pressions inflationnistes. Donc, pour vous, c'est l'inflation en 2022, on n'en parlera plus. C'est à ce stade, c'est l'idée, quoi. En tous les cas, on ne pourra répondre à cette question que dans quelques mois. Voilà. Mais pour le moment, ce qui est clair, c'est que les investisseurs, le marché obligataire dans l'ensemble, c'est le signal qu'ils nous donnent en nous disant la Fed, on est en ligne avec ce que la Fed annonce. Bon, qu'est-ce qu'on peut ajouter à l'analyse, peut-être, Alain ? Et puis, moi, j'ai envie de savoir un petit peu quelle tonalité vous envisagez aussi du côté de la Banque centrale américaine. Une fois qu'on a tous ces éléments en tête, qu'est-ce qui peut se passer du côté de la Fed ? Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ce que je pourrais préciser aussi, c'est que d'un côté, on a effectivement des chaînes de production qui ont peu produit, des stocks aussi qui ne sont pas à des niveaux très élevés. Et par ailleurs, une demande exceptionnellement élevée parce que les gens ont été privés de consommation pendant un moment, mais un certain nombre d'entre eux ont une épargne très forte. Donc il y a un excès d'épargne qui se déverse en ce moment. Face à une production, on ne peut pas produire plus parce que de toute façon, les containers, il n'y en a plus. C'est saturé. Oui, on est au maximum de ce qu'on peut produire. Ça coince de tous les côtés. Et en plus, c'est vrai qu'il y a un effet, ce qu'on appelle l'assaut, mais c'est quand vous êtes producteur et que vous dites, tiens, c'est évident que l'activité va accélérer pour ces prochains temps. Donc vous cherchez à sécuriser vos approvisionnements, donc vous commandez un peu plus pour avoir des stocks. Donc votre fournisseur, lui-même, il va se mettre à commander plus. Et si on arrive jusqu'au minerai de fer, ça finit par... Ça s'exacerbe d'une certaine façon. Et donc plus on va en amont de la chaîne, plus les prix sont tendus parce que l'offre de minerai de fer, elle ne s'ajuste pas du jour au lendemain. Et néanmoins, dans un ensemble de produits, ce n'est pas le cœur du prix. Donc forcément, tout ça fait que sur certaines matières premières un peu visibles, on a des hausses de prix colossales, mais parce qu'on peut se le permettre, parce que c'est une petite partie du produit final. Du côté de l'inflation, je pense qu'elle est transitoire parce que pour que l'inflation soit vraiment forte, il faudrait qu'il y ait une inflation prix-salaire. Or, les salaires, il n'y a pas de raison qu'ils augmentent beaucoup. On a quand même énormément de gens qui sont au chômage. Petit point sur les États-Unis, on a noté que le salaire horaire a plutôt augmenté. Le nombre d'emplois n'était pas si élevé que ça, enfin plutôt sous contrôle, on va dire. Mais en revanche, le taux de chômage, lui, a baissé plus que prévu. Ça veut dire que le taux de participation des gens à l'économie n'est pas si élevé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il recule même d'un dixième là sur le. Tous les États républicains ont coupé les subventions chômage pour pousser les gens à travailler d'une certaine façon. Et je pense que c'est un élément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes, même en France, dans certaines professions où vous avez encore les aides qui sont là, est-ce que vous allez vous ruer à retravailler tout de suite ? Vous allez peut-être attendre encore 1 ou 2 mois. Voilà. Donc, quelque part, il y a une réserve d'emploi de gens qui, pour l'instant, ne se sont pas encore mis sur le marché du travail parce qu'ils pensent que c'est trop tôt, parce qu'ils ont encore des aides. Et d'un côté, le bas de laine va s'épuiser. Les gens vont finir par dépenser une partie de leur épargne, pas tout, mais quand même dans les prochains mois. Et en parallèle, surtout, le whatever it takes ou le quoi qu'il en coûte, comme on dit en France, ça aussi, ça va se réduire. Donc les choses vont reprendre leur place. C'est-à-dire que les employés vont être obligés d'aller travailler.
et les consommateurs vont moins consommer parce que les équilibres vont revenir. Donc et du côté de la de risque de surchauffe, quoi. C'était le débat, depuis le début de l'année, on parle que de ça, et après quelques mois de visibilité sur les données, sur les statistiques, plus personne n'imagine que ce soit un risque important. Ça fait quelques semaines qu'on a le droit d'aller au restaurant, donc si le samedi soir vous allez au restaurant à Paris, vous avez des chances de trouver un restaurant complet. Mais ça ne va pas durer éternellement. Une fois que les gens auront purgé ce désir, quelque part les choses vont reprendre leur place. Donc, a priori, oui, on peut avoir à très court terme des chiffres un peu élevés, peut-être même une inflation forte qui fait que les gens vont reporter une consommation, pas tellement parce que c'est hors de prix, mais juste parce qu'il n'y a pas le produit. Donc, ça, quelque part, ça va aider aussi, parce que finalement, si on n'a pas son vélo maintenant, on l'aura dans 6 mois, mais ça va soutenir la consommation. Ça délaye la consommation dans un le temps. peu plus longtemps. D'où l'intérêt peut-être aussi pour les distributeurs et les producteurs de ne pas trop monter les prix, histoire que les gens conservent leur désir d'acheter un peu plus tard. Mais il y a un moment où les choses vont se stabiliser, surtout quand les États vont arrêter de la pompe à finances. Bon. Une fois qu'on a dit ça, alors qu'est-ce qu'on peut attendre de la Fed? C'est dans 2 semaines, la prochaine réunion. Est-ce que c'est un meeting qui peut être un peu animé? Est-ce qu'on peut avoir un ton un peu différent de la part de la Réserve fédérale américaine? Ou est-ce qu'à ce stade, si le marché achète l'inflation transitoire, que le marché du travail récupère, mais peut-être pas aussi vite que ce qu'on pouvait espérer, est-ce que cette réunion, finalement, sera une réunion ennuyeuse, entre guillemets? Olivier? La Banque centrale américaine va continuer à dérouler son scénario tranquillement, je pense. C'est-à-dire qu'elle est en train... Elle est confortable, là. Elle est confortable, et puis elle est en train, ici ou là, de communiquer sur le fait que bientôt, on va arriver vers un tapering. Je disais, avant de venir ici, une déclaration de l'un des banquiers centraux donc de la Banque centrale américaine qui disait « Nous discutons... » J'arrive même pas à faire la phrase, d'ailleurs. On commencera à en parler. Voilà. Nous discutons du moment où nous allons commencer à réfléchir au tapering. Voilà. C'est un truc du genre, quoi. Donc, voilà. On a une banque centrale américaine qui est en train de préparer les investisseurs à une annonce de et le risque, le risque qu'elle soit très en retard, c'était la discussion quand même au mois de mars. Il faut se souvenir, quand on était encore dans une phase d'accélération des taux longs, jusqu'à près de 1,80 fin mars. Depuis 2 mois, les choses se sont nettement assagies, effectivement. Mais ce débat-là, il appartient au passé. L'idée que la Fed était trop patiente, trop en retard, et que le réveil allait être beaucoup plus brutal que ce que on pouvait imaginer, c'est un peu le sens du marché obligataire à l'époque. Tout ça, c'est passé. Tant qu'on n'a pas c'est ce qui a été dit, on a encore des marchés de l'emploi qui sont très déséquilibrés, en particulier aux États-Unis où ça reste déséquilibré. Et tant que ce déséquilibre est là, les investisseurs n'ont pas de raison de croire que la Banque centrale américaine est en retard. La statistique d'aujourd'hui montre que on a effectivement des créations d'emplois qui sont très fortes, mais un peu moins fortes que ce qui était escompté. On a encore 10 millions d'emplois qui ont disparu par rapport au niveau d'avant-crise. Donc ça laisse normalement le temps à la Banque centrale américaine d'ajuster progressivement sa politique monétaire. Et c'est ce qui est en train aujourd'hui d'être pricé par le marché. Qu'est-ce qui pourrait de nouveau raviver les inquiétudes sur une banque centrale américaine potentiellement en retard? Ce sont d'abord les chiffres d'inflation et ensuite les chiffres du marché de l'emploi. Mais pour l'instant, les statistiques corroborent le scénario de la Banque centrale américaine. David? Alors, moi, c'est juste un de mes collègues qui ce matin me rappelait la citation de Churchill. Il disait c'est pas la fin, c'est pas même pas le commencement de la fin, mais c'est probablement la fin du commencement. Voilà. Donc on est un peu dans cette démarche où effectivement on commence à laisser entrevoir. Maintenant, quels sont les risques? Du point de vue de la Fed, le risque de surchauffe, c'est quoi? C'est d'avoir trop d'inflation. Ok. Une fois qu'on a trop d'inflation, quand on est très très endetté, avoir un petit peu plus d'inflation que prévu, c'est quand même assez sympathique. Ça permet de rembourser avec une monnaie un peu dévalorisée, donc d'amortir le choc et le poids de la dette. On connaît bien l'histoire et le principe. Deuxième chose, lutter contre l'inflation. Finalement, est-ce que c'est pas la chose la plus facile pour une banque centrale? Ils connaissent la recette, c'est extrêmement conventionnel. Oui, et généralement, ça nous ramène assez vite en récción, quand même, derrière. Alors, voilà, David. C'est fait de manière un peu brusque. Le tout est de le faire de manière... Mais j'ai envie de dire que par rapport à ce qu'ont traversé globalement les banques centrales qui avaient à lutter contre des risques de déflation, où là, on a des vrais problèmes conceptuels.
comment on fait quand on a des taux d'intérêt qui sont déjà à zéro et qu'on a envie de baisser les taux. Vous voyez, donc, tous ces obstacles qu'il a fallu finalement passer, surmonter. Là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Et je pense que les banques centrales sont assez à l'aise avec l'idée de se dire, si jamais on est un peu en retard, finalement, on connaît la recette. Ça sera peut-être, il y aura un petit moment désagréable, mais finalement, pour tous ces actifs boursiers qui sont peut-être un peu surévalués, finalement, ça fera pleurer personne. On va y venir. Voilà. Et voilà. Donc, je pense qu'on est un peu dans ce scénario-là. Il y avait juste, Alain, je vous donne la parole dans une seconde. Il y a juste eu un petit truc quand même cette semaine en termes d'annonce du côté de la Réserve fédérale américaine. Alors c'est microscopique, mais la Fed s'est mise à acheter quand même de la dette d'entreprise, de l'obligation d'entreprise. Alors c'est à peine quelques milliards. Je crois qu'au total c'est une dizaine, 13 milliards peut-être. Il y a 8 milliards à travers des ETF. 5 milliards en obligations propres détenues par la Réserve fédérale américaine sur ce marché de la dette d'entreprise. Ils ont dit qu'ils allaient réduire leur exposition. Est-ce que c'est quand même un micro-signal de quelque chose, ou en tout cas que les marchés de dette d'entreprise aux États-Unis, y compris pour les obligations ou pour les entreprises les moins bien notées, est-ce que ça veut dire que ce soutien-là n'est plus nécessaire aujourd'hui ? Il est un peu exceptionnel. Il se trouve qu'au Japon, c'est déjà le cas. Depuis longtemps, donc à la limite, et sur les actions, ça existe. Oui. Voilà. Mais en fait, surtout, moi, ce que je pense, c'est que la Fed est très zen et c'est pas elle qui va intervenir en premier. Je pense même qu'elle soutient un petit peu, elle continue à être à la manœuvre pour que les taux, dans la faiblesse des taux qu'on voit depuis fin mars, je pense que la Fed n'y est pas pour rien. Et donc, en effet, moi, je me serais attendu quand même à ce que ça continue de monter gentiment, mais un peu plus que ça. Donc, le risque, s'il y en a un, c'est peut-être que si les statistiques d'inflation sont un petit peu punchy la semaine prochaine, même si la Fed s'en fiche un peu, que le marché, lui, craque à un moment ou laisse les taux monter, les taux longs, bien sûr, et que là, ça crée un petit peu d'inquiétude, même si je ne pense pas, en gros, je ne pense pas que c'est la Fed qui va sonner le départ de la vraie baisse des taux longs. En fait, d'une certaine façon, hausse plutôt. La hausse, oui, voilà, d'accord. En fait, c'est plutôt un risque sur l'inflation qui ferait que le marché lui-même commencerait à avoir une certaine défiance, donc les taux monteraient. Et donc, pour calmer la hausse des taux longs, la Fed commencerait à non, réduire. au début, elle ne dira rien, mais c'est au bout d'un moment, si c'est vraiment durable, qu'elle commencera à agir. Mais d'une certaine façon, les taux auront déjà monté. Et si on se projette un petit peu plus loin, plutôt à horizon de fin 2022, c'est le jour où les taux courts vont monter, que d'une certaine façon, la courbe va se dépantifier. C'est-à-dire, si les taux montent, si les taux courts commencent à monter, ça veut dire que quelque part, ça veut dire que l'activité, la Fed tape sur le fait que les choses vont ralentir, et d'une certaine façon, les taux longs ne monteront plus tant que ça. Donc, à long terme, je ne pense pas que les taux vont beaucoup monter, en fait, les taux longs. Ouais, c'est ça. Et 2%, finalement, en revanche, oui, 2%, que tout le monde avait, d'accord. C'est encore un objectif envisageable. Et 2%, ça n'empêche pas les entreprises de se financer, et ça n'empêche pas l'économie de tourner. Donc, ça peut, si on y arrive trop vite, c'est toujours pareil, quand les taux montent trop vite, ça peut créer un petit choc de marché. Mais imaginez une économie dans 3-6 mois avec des taux longs à 2%, ça n'empêche pas les entreprises de vivre, ça n'empêche pas les modèles de valorisation de justifier des niveaux pas très loin des niveaux actuels. Ah oui, je partage cet avis. Ça ne serait pas choquant d'avoir des taux à 10 ans américains à 2% avec ce qui se passe dans l'économie actuellement. Bon, on regarde, gardez la parole, David, on regarde de ce qu'on dit là et de ce que vous imaginez comme scénario, effectivement, avec l'inflation au cœur de tout. En termes d'investissement aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Effectivement, les marchés actions sont au top, toujours, à peu près, partout. En tout cas, en Europe, ça c'est sûr. Aux États-Unis, ça tient quand même relativement bien. L'Europe a été quand même le marché très fort là, ces dernières semaines. Le mois de mai a été un mois très positif pour l'Europe. Toujours avec l'idée d'une rotation. Je mets un petit point d'interrogation quand même. Sectorielle ou géographique? Oui, sectorielle, géographique. L'Europe est plus value, donc l'Europe en profite plus. Est-ce que ça reste quand même le trend du moment, le momentum du moment, selon vous, David? Alors, il y a plusieurs choses. Sur les marchés actions, déjà, au niveau des valorisations, ce que l'on constate, c'est que ces valorisations sont plutôt quand même en train de se détendre, même si c'est une détente qui prend beaucoup de temps. On trouve que voilà, il y a des résultats qui sont très bons, qui sont sortis, mais les marchés ont eu quand même une très bonne performance. On est quand même à plus 16 depuis le début de l'année sur les marchés européens. Donc il y a une détente, mais elle n'est pas aussi forte qu'on l'aurait souhaité. Alors maintenant, c'est vrai que l'Europe est en train de retrouver la faveur, et notamment la faveur des investisseurs américains. Ah oui, on a regardé, oui, et surtout ça faisait longtemps, parce que on se souvient de la sortie des investisseurs américains en 2011, à l'occasion de la crise de la zone euro.
On avait bien vu la sortie, et depuis, on attendait le retour. Et c'est vrai que là, on s'est Ça fait près retrouvé... de 10 ans qu'ils avaient quitté l'univers d'investissement européen. Oui, globalement, ils ne voyaient pas l'intérêt, quoi. Alors qu'il y avait la Chine à côté. Voilà. Et effectivement, ce qu'on va chercher en Europe, c'est souvent des dossiers cycliques, un petit peu value. Voilà. Et même en termes de diversification, c'est vrai qu'avec le retard que l'on voit en termes de situation sanitaire entre les marchés émergents et les pays développés, là où les Américains avaient l'habitude de se diversifier en allant dans les émergents, notamment en Asie, en Chine, etc. Ouais. Bon, sans parler de la situation diplomatique, parce qu'on a quand même vu que, grande surprise, Biden ne fait pas ami-ami avec les Chinois, mais il reprend point par point, il poursuit la politique de Trump. Ça, c'est quand même c'est intéressant parce qu'au moment de son élection, c'était un petit peu le scénario en disant oui, tout va bien, c'est Biden, c'est génial, et même au niveau géopolitique, ça va se détendre. Pas forcément, voilà. Donc ça c'était la vision très européenne de Biden exactement. président. Donc voilà, donc US-Chine c'est compliqué. Donc les émergents au global avec la situation sanitaire, c'est pas simple. Hein. On voit ce qui se passe au Brésil, en Inde, etc. Donc pour un investisseur américain, quand il veut se diversifier, maintenant l'Europe est devenue une zone sûre, une zone intéressante. De rattrapage. Et encore intéressante malgré tout le rattrapage qu'on a déjà eu. Enfin, tout le rattrapage, je ne sais pas d'ailleurs comment vous le quantifiez, mais l'Europe est en bonne place. Et le CAC fait partie des meilleurs indices mondiaux depuis le début de l'année. Ça n'enlève rien à l'intérêt du marché au moment où on se parle encore aujourd'hui. Depuis le début de l'année, Grégoire, on est en train de parler de 5 mois. Ouais. C'est bien 5 mois, mais c'est pas très long comme période. Voilà, hein, les périodes de rattrapage, de rebalancement, on espère que ça dure un petit peu plus que ça. Et donc, et puis après, tour de table, bien sûr, sur cette question, mais chez Sansot, vous dites quoi là en termes d'exposition au risque, d'exposition au marché action? L'Europe a encore du vent dans le dos, il y a encore le vent porteur est encore prometteur là pour l'Europe. Il faut rester exposé. Alors, comment on gère le risque là nous, sur le marché? Chez Sansot, on est très pragmatique. Ouais. Quand on vient de faire 16% en 5 mois, c'est quand même, voilà, c'est pas tous les jours qu'on fait 16% en 5 mois, c'est une période qui est assez courte, des performances qui sont très solides, donc on prend des bénéfices. Voilà, donc ça, c'est un peu une discipline, mais c'est plus de la gestion de position qu'une conviction. Voilà, c'est pas une conviction, on n'est pas persuadé que le marché va s'effondrer de 5-10% dans les semaines qui viennent. C'est pas un cas d'investissement qui se renverse pour vous? Non, mais en revanche, on ne peut pas ne pas acter le fait que on a eu des performances, on a eu un rebond qui a été très significatif. On a eu des performances depuis le début de l'année qui sont très bonnes. On a eu des bons résultats, c'est vrai, mais on a besoin d'un petit peu de respirer. Donc là, pour le moment, on a plutôt eu tendance à prendre des bénéfices et on verra après. Voilà, on va laisser un petit peu de temps au temps. Ouais. Sur le pilotage des investissements chez Neuflize, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Où est-ce que vous en êtes, Olivier? Est-ce qu'il faut prendre un peu ses profits, si ce n'est déjà fait? Est-ce qu'il y a des arbitrages en termes de marché, de zones géographiques auxquelles on peut réfléchir aujourd'hui? Ce que l'on dit, on dit plusieurs choses. Premièrement, on est sans doute rentré dans une deuxième phase sur les marchés financiers. Et on est en train d'observer depuis plusieurs semaines qu'il ne se passe plus grand-chose en fait sur les grands marchés internationaux. Donc vous regardez les marchés américains, les valeurs de croissance avec le Nasdaq, vous regardez les marchés émergents, vous regardez le marché japonais. On est plutôt en train d'évoluer dans un canal latéral qui correspond sans doute à un mouvement de consolidation qui est suscité très probablement par le fait que la Banque centrale américaine est en train de nous préparer à un changement de braquet sur sa politique monétaire d'ici à la fin de l'année. On se prépare à un point d'inflexion un peu global. Voilà. Et le marché est en train de l'intégrer. Et c'est assez naturel, puisque généralement, dans tous les cycles, après une grande reprise des marchés d'actions, vous rentrez dans un mouvement où la Banque centrale américaine commence à réfléchir à durcir sa politique monétaire, ce qui suscite généralement des périodes de consolidation sur les marchés d'actions. Donc on est dans un cadre qui nous semble ici assez normal. Est-ce que cette consolidation doit générer des prises de profit significatives ou pas dans les portefeuilles et des changements de braquet très significatifs sur l'allocation globale et sur les allocations régionales? À notre sens, non, parce que le bull market n'est probablement pas terminé. On a des facteurs de soutien à court terme, que sont la perspective d'une croissance économique mondiale qui va être au-dessus de son potentiel. On a des progressions bénéficiaires qui sont extrêmement puissantes. Premier trimestre aux États-Unis, les bénéfices progressent de plus 50%.
La perspective de croissance sur les bénéfices cette année en Europe, c'est un peu plus de plus de 40%. Donc une dynamique bénéficiaire très puissante et qui permet justement la compression des niveaux de valorisation et donc des niveaux de valorisation qui vont devenir un peu plus normaux au cours de ces prochains mois et de ces prochains trimestres. Et puis le dernier facteur de soutien, c'est l'espérance de rendement à moyen et long terme des différentes classes d'actifs ou la prime de risque sur les marchés d'actions. Et on voit bien que si vous voulez du rendement aujourd'hui, il vaut mieux aller sur ces actifs risqués et en particulier sur ces actions aussi longtemps qu'on est dans un régime de croissance économique mondiale. Donc ce que l'on dit, c'est conserver une allocation action importante et continuer de surpondérer la classe d'actifs actions dans les allocations. Donc ça, c'est notre deuxième message. Et puis le dernier message, c'est par rapport à l'allocation régionale. Et sur l'allocation régionale, on a fait pour notre part évoluer quelque peu notre allocation régionale au cours de ces derniers mois. En fin d'année dernière, on était surpondéré États-Unis, surpondéré émergents, sous-pondéré Europe. D'accord. Aujourd'hui, on est neutre sur les différentes zones parce qu'on s'aperçoit que chaque zone en fait a ses forces et faiblesses. Vous voyez l'Europe, effectivement le momentum économique est aujourd'hui très attractif. Les valorisations sont relativement assez attractives, en particulier la prime de risque, mais on sait que l'Europe souffre de faiblesses structurelles très importantes. Voilà, c'est pour ça qu'on s'arrête juste au niveau de la neutralité sur les marchés européens. Je comprends. Bon, sur la politique d'investissement là chez Claresco, qu'est-ce qu'on peut apporter comme message? Des choses qui ont été dites. En complément, ce que je serais tenté de dire. Vous êtes d'accord avec ça? Enfin, oui, donc globalement, rester exposé évidemment. D'accord. Pas besoin de réduire le risque non plus. On se met pas sous-pondéré la difficulté, sur des. et ça date pas d'hier, c'est que l'obligataire ne rapporte rien. Donc, la seule façon de gagner de l'argent dans l'obligataire, c'est quand les taux baissent. D'ailleurs, c'est finalement ce qui s'est passé l'année dernière, où les portefeuilles obligataires ont rapporté 4-5%, parce qu'on a encore eu une séquence finalement de baisse des taux longs. Je rappelle que le 10 ans allemand est tombé jusqu'à moins 0,60 et même à la fin de l'année dernière, le 10 ans français était largement négatif, alors que là, il est maintenant légèrement positif. Donc, globalement, d'ailleurs, l'obligataire, depuis le début de l'année, un portefeuille en investment grade, il perd 3-4% depuis le début de l'année en rappelant ça. Donc, en face... Ce qui est beaucoup pour les investissements censés être très stables. La hausse des taux aujourd'hui ne permet pas encore d'apporter des rendements structurels en obligataire qui soient particulièrement intéressants. Le risque de hausse des taux ne donne pas non plus envie d'avoir de l'obligataire, donc c'est soit les actions, soit le cash, pour être un peu caricatural. Donc aujourd'hui, les actions, effectivement, on est entré dans une deuxième phase où on a bien compris que le monde était en reprise. Donc il y a des interrogations sur qu'est-ce qui va se passer dans 6-9 mois. Est-ce que le rebond va être durable? Est-ce que ça va retomber très fortement? Est-ce que les taux vont monter ou pas? Ce que je serais tenté de dire, en tout cas, géographiquement, c'est que l'Europe est dans la phase de momentum de résultats qui était celle des États-Unis il y a à peu près 4-5 mois, puisqu'on a du retard. Donc c'est une des raisons pour lesquelles les investisseurs s'intéressent davantage à l'Europe aujourd'hui, c'est que c'est là où la situation sanitaire en Delta s'améliore le plus, c'est là où l'activité des entreprises accélère le plus. Donc c'est là aussi où on a les surprises de résultats, pour l'instant, pour une fois, les meilleures. Donc je pense qu'en effet, l'Europe est une zone plutôt intéressante. Maintenant, si on regarde d'un point de vue sectoriel, il y a effectivement eu un très fort rebond des secteurs cycliques et value. Donc aujourd'hui, je pense que l'allocation doit être un petit peu moins centrée vers ces secteurs-là, même s'il est vrai que dans ces sociétés-là, c'est là où on va encore avoir certaines sociétés qui vont surprendre très fortement sur les résultats. Donc parmi les cycliques value, on reste sur celles où, à notre avis, les résultats peuvent encore surprendre beaucoup. Et en revanche, dans la partie, ce que j'appelle la qualité, aussi bien sur la technologie que sur les valeurs dites de qualité plus généralement, on a eu des très bons résultats, mais pas beaucoup de performances boursières derrière. Donc c'est décevant à court terme, mais quelque part, ça recharge le compteur pour que ces sociétés résistent bien et continuent de croître, même quand les choses vont se normaliser. Donc on a une répartition plus équilibrée dans les portefeuilles. On reste quand même un peu sur les cycliques, celles qui pourront vraiment performer en termes de résultats. Mais on revient aussi sur la qualité parce que celle-là, elle va continuer post-Covid, comme avant, je dirais. J'ai une question pour vous aussi, Alain, sur les small et mid cap, le compartiment small et mid cap en Europe, alors qui est très bon. Enfin, je veux dire, les perfs sont assez équivalentes aux large cap, mais elles ne sont pas nettement meilleures. Effectivement. Et dans une phase de reprise cyclique, ce que je comprends, c'est que généralement, les small et mid sont une classe d'actifs qui surperforment normalement de plusieurs points. Historiquement, les petites valeurs surperforment parce qu'elles ont en général un plus fort effet de levier.
parce qu'elles sont réputées plus fragiles aussi. Donc quand ça va mieux, ça va mieux. Et puis comme elles sont moins connues, moins valorisées, elles peuvent bénéficier de flux d'investissement qui sont forts, et l'effet de flux peut aussi entraîner des revalorisations. Ce qu'on a aujourd'hui, on a l'un des 3 éléments, mais pas les 2 autres. D'abord, d'un point de vue flux, les large caps se portent bien, donc quelque part, il n'y a pas de raison que les gens en recherche de rendement vendent massivement les grandes capitalisations pour aller vers les petites. Le deuxième, il est sectoriel, c'est qu'en fait, comme on est dans une reprise qui est liée un petit peu à la value, qu'on a aussi une dimension au taux d'intérêt qui sont en hausse, on a des secteurs comme les banques ou comme les matières premières qui ont assez fortement contribué au rebond des marchés, et ça, on n'en a pas dans Ils ne sont pas représentés dans les semaines. Donc, pas de banque, pas de matières premières. Même l'auto, qui a fortement rebondi, est assez peu présente dans les petites valeurs. Donc, l'absence de ces secteurs-là explique en grande partie le fait que les petits n'aient pas tellement mieux performé. L'autre point, et ça reprend mon credo sur les petites et moyennes valeurs, en particulier françaises, c'est que dans ce segment, on a fait énormément de valeurs dites de qualité. Des valeurs des plus petites, mais qui sont très fortes sur des métiers de niche, où elles ont été bonnes, elles le seront. Mais dans le contexte actuel de rebond de marché axé sur les cycliques, finalement, les valeurs petites moyennes, qui sont souvent des valeurs de qualité, performent bien, mais d'un point de vue boursier, elles ne performent pas tellement plus, voire un peu moins. Mais moi, ça ne m'inquiète pas, parce que ça reste c'est des valeurs sur lesquelles, si je me projette à 2, 3, 4 ans, où je suis beaucoup plus à l'aise que tel cyclique qui mangent leur pain blanc aujourd'hui, mais qui, dans 1, 2, 3, 4 trimestres, vont revenir à des performances beaucoup plus médiocres. Vous le disiez tout à l'heure aussi, David, dans le tour d'horizon des zones d'investissement. Bon, les émergents n'ont pas l'air d'avoir la faveur des investisseurs aujourd'hui. Est-ce qu'à un moment, il faudra quand même se réintéresser à ces zones-là? Alors, structurellement, il y a de la croissance dans les émergents, etc. Mais est-ce qu'on a envie d'en remettre un peu plus dans les portefeuilles? Est-ce qu'il faudra le faire à un moment? Est-ce que vous attendez un signal particulier? Exemple du jour, Société Générale aujourd'hui fait un call très clair sur les actions chinoises. Ça y est, les vents contraires vont s'atténuer. Il y a eu de la pression en matière de politique monétaire, budgétaire. Ça a été un peu plus restrictif qu'ailleurs. Sur le plan de la régulation également pour les grandes tech chinoises. Voilà, Soggen nous dit ces vents contraires sont un peu passés, sont en train de s'affaiblir. Donc il faut recharger et remettre des actions chinoises aujourd'hui. Le yuan en plus est sur une trajectoire ascendante. Je sais pas, est-ce que vous trouvez quand même des intérêts particuliers en ce moment pour certains émergents? Alors, on l'a vu déjà cette semaine, les émergents ont commencé à se performer. En performance, même Amérique latine, malgré la Chine, ça se porte Inde, bien. Amérique latine, ça a bien marché ces dernières semaines. Donc, effectivement, c'est un segment où il y a eu un petit peu un faux départ, c'est-à-dire le début d'année, boursièrement, le début d'année a été très fort, puis tout d'un coup, rattrapé par la situation sanitaire, donc ça a beaucoup rebaissé. Actuellement, ce n'est pas un mauvais moment pour reprendre des émergents, effectivement. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose de choquant. Je pense qu'effectivement, c'est le moment de s'interroger sur les valorisations, sur plus que la valorisation en absolu, c'est qu'est-ce que l'on a pour une unité de valorisation. C'est-à-dire que effectivement, il y a beaucoup de valeurs de qualité dans la tech, des plateformes, etc., qui ont beaucoup baissé, qui ont beaucoup consolidé et qui se retrouvent à des niveaux de valorisation qui sont redevenus assez corrects. J'avais même un de mes confrères qui me disait en plaisantant, mais finalement, est-ce que Facebook a 30 fois les bénéfices pour 30% de croissance? Est-ce que finalement, c'est pas value? Bon, on peut s'interroger. Alors moi, je n'irai pas jusque-là, mais en tous les cas, de ce genre de valeur. Mais je pense qu'effectivement, on peut se réintéresser sur ces valeurs au cas par cas. Et je pense qu'effectivement, il ne faut pas trop suivre les tendances. Racheter des banques aujourd'hui, c'est compliqué. Mais parce que sur le long terme, vous dites, j'ai peut-être des banques aujourd'hui, mais sur le long terme, je suis plus à l'aise à avoir Facebook, c'est l'exemple que vous avez cité. J'en sais rien si c'est Facebook, Amazon ou un autre, mais il y a toujours cette idée que sur le long terme, on est plus intéressé quand même toujours par ce genre de valeur que par les banques européennes. C'est-à-dire qu'on n'est surtout pas du tout... Je sais qu'il y a eu ce débat sur les GAFA en disant est-ce qu'on est en train de... Est-ce qu'on va avoir une explosion de la bulle des GAFA comme on a vu une explosion de la bulle Internet? La situation n'est pas du tout la même. Ce sont des sociétés qui génèrent du cash, beaucoup de cash. Et donc, quand elles arrivent à des niveaux où, en valorisation, on arrive à justifier, il faut les reprendre. Parce que sur le long terme, ce sont déjà des gagnants.
Sur les émergents, Olivier, sur le yuan, hein, c'était quand même un petit sujet cette semaine. Je crois que la Banque centrale chinoise essaye quand même de freiner un peu l'appréciation du yuan après une hausse de plus de 10% quand même sur un an face au dollar, face aux devises des grands partenaires commerciaux de la Chine également. Est-ce que ça leur pose problème à ce stade? Qu'est-ce que ça traduit comme situation? On a observé en Chine un mouvement de durcissement global de la politique économique. D'une certaine manière, le yuan a participé à ce mouvement de durcissement. Et on voit qu'un certain nombre d'indicateurs chinois sont en train de dépeindre un ralentissement en cours de cette économie chinoise. Et il est Pour les services, notamment la consommation, hein, c'est plus sur la partie domestique. Tout à fait. Et il est vraisemblable que les autorités monétaires chinoises ne souhaitent pas que ce ralentissement se transforme en ralentissement trop important. Donc ça, c'est un élément. Après, pour revenir sur le cas d'investissement des pays émergents, on a quand même deux difficultés à être très positif à court terme sur les pays émergents. Le premier, c'est que la situation sanitaire est loin d'être stabilisée. Et le deuxième, c'est qu'on sait que les pays émergents sont très sensibles aux conditions financières en dollars. Et le sujet des conditions financières en dollars reste quand même un sujet ouvert, hein, puisqu'on a une banque centrale américaine qui va nous indiquer quand même qu'elle va progressivement normaliser sa politique monétaire. Et la question également de l'évolution du dollar, hein, qui a un impact très important sur les conditions financières des pays émergents, reste également une question à considérer. Et donc, nous, sur les émergents, on est plutôt, on est neutre sur cette zone-là. On était surpondéré en fin d'année dernière, comme je le disais tout à l'heure, et on a réduit notre poids sur les émergents en raison de ces difficultés, on va dire, tactiques. Et puis, à moyen long terme, on a une problématique de déglobalisation du système économique qui pose la question de savoir si ça ne se fera pas au détriment des pays émergents. Et ça, c'est une question, évidemment, dont on a le temps. Oui, on aura le temps d'en reparler. Sur le dollar, vous êtes toujours positif. Là, c'est vrai qu'il a un peu refaibli ces derniers temps. Et vous restez positif dollar là pour le reste de l'année. On a eu raison quelques semaines. Oh bah quand oui, le dollar a on est tombé à 1,17 hein, sur le dollar, effectivement. Tout à fait. Mais effectivement, on conserve notre biais positif sur le dollar pour l'année 2021 et 2022, avec toujours une cible à fin 2022 à 1,10. Donc on a un biais on a un biais très favorable au dollar qui pour l'instant ne fonctionne pas. Voyons si celui-ci fonctionne au cours de ces prochains mois, lorsque la Banque centrale américaine normalisera sa politique monétaire et que la Banque centrale européenne vraisemblablement continuera, elle, à conserver une politique monétaire extrêmement accommodante. Bon, on verra. La BCE, c'est le 10 juin. La Réserve fédérale américaine, les 15 et 16 juin prochains. Il nous reste 1 minute. Je veux bien, Alain, que vous nous disiez, il y a eu 2 introductions en bourse là, qui ne sont pas sorties finalement, Équateur et PHE, la maison mère d'Oscaro par exemple, pièce détachée automobile. Sans rentrer trop dans le détail, mais est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est inquiétant? Parce qu'en ce moment, il y a une pluie d'introductions en bourse. Qu'il y en ait 2 qui sortent pas, est-ce que c'est un petit signal de quelque chose? Non, je ne pense pas qu'il faut s'inquiéter excessivement. Pour rappeler, Équateur, c'était une société qui est un peu une sorte de petit direct énergie, pas 6 fois plus petit. Donc, il se présente comme le 6e ou 7e acteur en France. Je dirais que, en tant qu'investisseur, on ne voyait pas exactement en quoi ils allaient se différencier par rapport à des acteurs établis. Alors, ils avaient une offre un peu plus sur les énergies vertes, etc. Mais la façon où l'algorithme pour recruter de nouveaux clients ne paraissait pas très évident. Donc, je pense que ce qui a échoué, la difficulté de cette société, c'est de montrer qu'elle était différente alors qu'elle était plus petite. Donc, moi, c'était un cas particulier. Et sur PHE, en fait, il faut se rappeler que c'est une société qui a essayé de s'introduire en bourse il y a 4 ans et que ça n'avait pas fonctionné. Une société qui donc, fait des réseaux de vente de distribution de pièces automobiles. Et je pense que là, ils cherchaient à s'introduire à 8-9 fois l'EBITDA, sachant de valorisation, sachant que c'est une société qui est relativement endettée. Et je pense que ce qui a fait peur aux investisseurs, c'est que tout simplement, dans le métier de la réparation automobile, avec l'arrivée du véhicule électrique, il n'est pas certain que dans 3, 5 ou 7 ans, l'activité d'une concession en termes de réparation va être aussi dynamique parce que tout simplement les véhicules électriques nécessitent beaucoup moins de maintenance. Et ça, je pense, ça a pu effrayer les investisseurs. En tout cas, c'est multiple de valorisation. C'est ça. Entre le multiple et les perspectives structurelles, il y a eu un petit souci. C'était censé être une grosse opération quand même. C'était 300-400 millions. Oui, c'est ça. Sur une valo d'1 milliard. Donc voilà. C'est-à-dire, s'il n'y a pas la croissance, il y a une interrogation à 3-5 ans sur la croissance, on ne peut pas payer 8-9 fois les EBITDA, même avec des taux à zéro.
C'est le fonds Bain, Bain Capital, Bain Capital, notamment. qui détient aujourd'hui PHE. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour conclure cette semaine. Planète Marché, chaque soir, pour discuter des enjeux du moment sur les marchés avec ce soir Olivier Ringeard, directeur des investissements de Neuflis OBC, Alain Dubrul, directeur de la gestion de Claresco, et David Calfon, le président de Sanso IS.